Alors, ma thèse, j'ai une thèse qui va être relativement simple à exprimer, c'est que le mouvement écologiste n'a en gros pas grand-chose à voir avec le mouvement animaliste. Alors, il y a dans l'opinion publique, pour prendre une terminologie un petit peu moderne, une idée d'une convergence des luttes entre le mouvement animaliste et le mouvement écologiste. Beaucoup de gens considèrent que ça va un peu ensemble, que ça fonctionne main dans la main, et ça part un peu d'une intuition, souvent, je dirais assez simple, hein, ça part pas de nulle part, c'est qu'on associe souvent les animaux à des êtres de nature, on pense que les animaux vivent dans la nature, donc protéger les animaux, c'est protéger la nature. Et donc tout le monde se dit, tout le monde pense que les écologistes, ce sont aussi des animalistes. Il y a des petites nuances, mais des petites nuances qui seraient secondaires. Et cette intuition, elle est tellement forte que la plupart des animalistes se disent aussi écologistes. Et je prends un exemple avec le parti d'Émeric Caron, qui s'appelle donc Révolution écologique pour le vivant. Et Émeric Caron est un antispéciste. Et pour lui, c'est exactement la même chose d'être écologiste et d'être antispéciste. Et donc tout mon propos là avec vous cet après-midi, ça va être de montrer que cette convergence est illusoire. Alors, pour pouvoir montrer que c'est une convergence illusoire, il faut bien sûr s'entendre sur ce dont on parle. Et donc, je vais un petit peu essayer de définir l'animalisme et l'écologisme. Alors, dans ma façon de parler, je vais utiliser le mot animaliste et le mot antispéciste comme des synonymes. Ça peut être un petit peu différent. En général, l'animalisme va au-delà de l'antispécisme où c'est différent. Mais bon, je vais utiliser, pour vous prévenir, je vais utiliser un mot à la place de l'autre. Pour moi, j'en ferai dans cette conférence des synonymes. Alors, l'animalisme, en deux mots, il y a dans une certaine partie de la population un petit peu une image très négative de l'animalisme. On voit l'animalisme comme une espèce de mouvement anti-humaniste et comme c'est mis dans le sous-titre de cet article, donc ça serait une espèce d'idéologie qui prendrait l'égalité absolue entre toutes les espèces, donc qui prétendrait servir la cause animale, mais qui en gros desservirait l'humanité. Je pense que cette vision de l'animalisme est fausse, c'est une mauvaise lecture des textes animalistes, et je vais essayer de vous redonner un petit peu une définition qui me paraît un peu plus sensée de ce qu'est l'animalisme. L'animalisme, ou donc l'antispécisme, c'est ce qu'on appelle simplement un refus de la discrimination arbitraire selon l'espèce. Vous allez voir que dans la vie politique ou la vie en général, la discrimination n'est pas une chose qui devrait avoir une connotation négative. Il faut discriminer, hein, il faut pas accorder des droits équivalents à tout le monde, mais il ne faut pas que la façon dont on discrimine soit faite de façon arbitraire. Et les antispécistes vont considérer qu'il faut que la catégorie espèce est une catégorie qui souvent n'aurait pas lieu d'être. On n'a pas appliqué cette catégorie pour discriminer ou pour considérer moralement un certain nombre d'individus. Et typiquement, alors l'exemple typique, c'est que nous vivons dans une société où on considère qu'il ne faut pas maltraiter les chiens. L'animalisme ou l'antispécisme va dire on ne devrait pas non plus maltraiter un cochon, une vache ou une poule. Et donc, si on considère qu'on ne devrait pas faire des élevages de chiens pour les manger, la catégorie espèce, qu'est-ce qui distingue c'est les chiens, les chats et des poules et des vaches? C'est juste qu'ils appartiennent à des espèces différentes, mais autant les uns que les autres ont intérêt à ne pas être transformés en pâté. Et donc l'animaliste va dire donc il faut, voilà, si on ne veut pas manger les chiens, on ne devrait pas non plus manger les vaches et les cochons. Et donc l'animalisme, c'est pour ça que l'animalisme en vient à défendre le végétarisme et même beaucoup plus loin, en vient à défendre le véganisme. Alors, si l'espèce n'est pas la chose qu'il faut prendre en compte pour savoir en gros si on veut manger, qui on peut manger, la question que va se poser l'animaliste, c'est le critère de la moralité, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour savoir comment on va se comporter avec un individu. L'animaliste va dire c'est le critère de la sentience. Alors la sentience, c'est un mot dans le vocabulaire français relativement récent, hein, c'est la capacité à souffrir, la capacité à avoir du plaisir, la capacité à avoir des émotions, et le fait qu'un individu ait cette sentience fait qu'on doit le considérer moralement. C'est tout simple comme idée, c'est que si vous avez un marteau, vous donnez un coup de marteau sur une pierre,
en général, vous ne créez pas un problème moral. Vous pouvez donner un coup de marteau sur une pierre, il n'y a pas dans la pierre quelque chose qui va protester. En revanche, si vous donnez un coup de marteau sur un chien, sur la tête d'un chien, vous voyez bien que le chien va en pâtir, et donc votre acte, il peut poser un problème moral. Et de la même façon, donc donner un coup de marteau sur un cochon pourrait soulever un problème moral. Donc c'est bien le fait que des individus aient une capacité à souffrir, à éprouver du plaisir, qui fait que vous devez les considérer, vous devez prendre en compte leurs intérêts, parce qu'ils ne veulent pas, bien sûr, souffrir. Et cette idée du critère de sentience qui a été défini dans le cadre de l'animalisme, il est fondamental pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que donc l'animalisme va être un individualisme. C'est quelque chose que c'est l'individu, c'est pas le fait que l'individu appartienne à un système, appartienne à une catégorie particulière qui serait l'espèce. Ce qui fait qu'il faut prendre en compte cet individu, c'est le fait qu'il soit sentient. Donc c'est bien ce critère de l'individu que vous devez reconnaître. Il a des intérêts, et ayant des intérêts, vous devez, dans la mesure du possible, respecter les intérêts de cet individu. Et dans ce sens, l'animalisme, donc contrairement un peu à une image un petit peu négative que l'on a dans la société de l'animalisme s'inscrit, je dirais, dans la tradition libérale. Au sens, c'est la reconnaissance du respect des individus en tant qu'individus, que les individus ont des droits à faire valoir indépendamment du fait qu'ils se rattachent à une structure plus vaste, plus englobante, à un ordre hiérarchique. Et c'est cet individualisme. Donc, ce que fait l'animalisme, c'est juste une extension du libéralisme, au sens politique du terme, bien sûr. Au sens politique du terme, je ne rentre pas dans les considérations économiques, mais c'est cette valeur de l'individu. Le libéralisme va reconnaître l'individu comme des sujets de droit plus ou moins inaliénables. On n'a pas le droit d'aller à l'encontre d'un individu dans la mesure, bien sûr, où lui-même ne nuit pas aux droits d'autres individus. Donc l'animalisme, c'est cette tradition, c'est cette extension du libéralisme à l'ensemble des êtres sentients. Au lieu de ne prendre en compte que les êtres humains, les animalistes vont prendre en compte l'ensemble des êtres sentients. Alors, l'écologie n'a rien à voir avec, si je peux m'exprimer, n'a rien à voir avec cette tradition animaliste. Alors, vaguement, l'écologisme, c'est l'idée, bien sûr, il faut protéger la planète, et en protégeant la planète ou en protégeant l'environnement, on va protéger l'humain. Mais c'est quand même beau. Il y a bien sûr cette idée vague dans l'esprit des écologistes, mais il y a quand même une idée beaucoup plus forte derrière. C'est l'idée de la préservation. Je dirais ce qui fait le cœur, pour moi, dans ce que je vois dans l'ensemble des discours animalistes, c'est cette idée qu'il faut préserver l'environnement. Et il y a une citation d'Aldo Leopold, qui est donc un penseur de l'écologie au début du XXe siècle, qui pour moi symbolise bien cette pensée écologiste, où il dit « Une chose est bonne quand elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique, c'est en gros l'ensemble du monde vivant, et mauvaise dans le cas contraire. » Donc vous voyez, il y a bien une dimension morale dans la préservation. Et cette dimension morale fait qu'il y a chez les écologistes, dans la pensée écologiste, cette idée de ce devoir moral de préserver les espaces naturels, de préserver les écosystèmes, de préserver les espèces, de préserver les rivières, etc., etc. Et c'est cette notion de préservation qui est mise en tant que devoir moral qui va animer l'ensemble de la réflexion écologiste. Et vous voyez bien déjà la différence avec l'animalisme, c'est-à-dire que si c'est la préservation des écosystèmes qui est importante, si c'est la préservation des espèces qui est importante, il n'y a pas de souci particulier pour les individus en tant que tels. D'accord ? Les animaux sont considérés comme des rouages soit des écosystèmes ou soit des représentants de leur espèce. Donc ça fait déjà, vous voyez, une grande distinction avec l'approche animaliste. Et en ce sens-là, je disais que l'animalisme était un individualisme qui était donc qui s'inscrivait dans la tradition libérale des Lumières. L'écologisme est au contraire un holisme. C'est un désir on réfléchit le monde comme un grand tout et on veut préserver ce grand tout, ses interactions, ses globalités, indépendamment des individus qui les constituent. Alors, vous voyez, vous avez là une opposition au niveau des définitions, vous avez une opposition assez forte entre ces deux mouvements. Alors, je vais
ce qu'il faut bien comprendre, c'est à quel point l'écologisme, on ne s'en rend jamais compte à quel point l'écologisme est partout dans la pensée contemporaine. Il est partout, bien sûr, dans la pensée des écologistes. Bien sûr, les écologistes reprennent les idées des écologistes, mais ça va bien au-delà de la pensée des écologistes, comme je vais essayer de vous l'illustrer. Alors, il y a un petit peu, bien sûr, ce qui a été évoqué ce matin, c'est que l'écologiste, dans le cadre de l'écologisme, il y a toujours l'idée que l'humain a un impact toujours négatif sur l'environnement. C'est une idée qui revient un petit peu toujours. Et vous avez cette image qui symbolise très bien cette idée, c'est que la nature serait un milieu harmonieux, qui serait un milieu en équilibre, qui serait un milieu de paix, de beauté, et l'humain ne ferait que détruire cet environnement, ne ferait que le polluer, le saccager. Et c'est pour ça qu'avec toutes ces métaphores de l'humain comme un virus de la Terre, il ne ferait que transformer cette nature en déchets. Et cette vision-là qu'on entend régulièrement, elle s'oppose déjà, je dirais, au cœur de la pensée libérale, et je vous dirais aussi, donc aussi plus loin, au cœur de la pensée animaliste. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, l'humain, depuis des millénaires, a passé son temps à transformer la nature. L'humain a passé son temps à transformer la nature, mais il n'a pas fait de la nature un déchet, il n'a pas fait de la nature une poubelle, il n'a pas détruit la nature, il a tout simplement, ou entre autres, je veux dire, rendu la nature plus nourricière. Et à partir du moment où on considère que finalement, ce qui compte, c'est les individus qui vivent dans cette nature, il y avait un avantage, alors là c'est pour les individus humains, il y avait un avantage certain pour les humains de transformer cette nature pour la rendre, plus nourricière. Et de la même façon, les humains ont transformé depuis des millénaires la nature pour la rendre aussi plus hospitalière. On oublie toujours que cette transformation de la nature, on ne le fait pas pour détruire la nature, on fait pour la rendre plus hospitalière. Il vaut mieux vivre dans la maison en bas à droite de ma diapositive qu'au milieu de la jungle. Et ce changement de perspective, il est tout simplement quand je me replace du point de vue des individus qui vivent, alors là des individus humains, quand je me replace du point de vue des individus qui vivent dans cet environnement. De la même façon, notre société valorise la biodiversité en tant que telle. La biodiversité, c'est toujours vu comme une belle chose. Il y a toujours un discours incessant que toute baisse de la biodiversité est mauvaise, si ce n'est une catastrophe. Or, le problème, non, la biodiversité, l'humanité n'a eu de cesse de faire baisser la biodiversité pour une raison tout simple, pour mieux vivre. On vit mieux quand il y a moins de biodiversité, on transforme, on construit des maisons, on construit des villages, on construit des villes pour vivre mieux. Et on est tous heureux ici, dans cette pièce, bien sûr qu'il n'y ait pas trop de biodiversité, et on est tous très contents que les loups ne circulent pas dans Paris. Voyez ? Et dans le cadre dans une perspective individualiste où le but n'est pas de préserver l'intégrité des écosystèmes, de préserver la nature dans sa globalité, mais quand le souci, il est des individus qui vivent dans cet environnement, il y a dans la baisse de la biodiversité une chose extrêmement positive. La biodiversité, c'est toujours bien au loin, c'est bien en spectacle, mais c'est en général peu bien ou pas toujours agréable quand on vit au milieu d'un environnement où il y a trop de biodiversité. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur le réchauffement climatique, ça a été un petit peu évoqué ce matin. Mais ce qui est intéressant dans le débat sur le réchauffement climatique, c'est que le discours ambiant, il est toujours systématiquement négatif. Vous voyez, il interprète toujours le changement climatique comme quelque chose qui est mauvais. Pourquoi c'est toujours interprété comme quelque chose de mauvais? C'est parce que, je vous l'ai dit, dans le cadre de la pensée écologiste, toute transformation du vivant, elle est mauvaise, elle est vue comme mauvaise. Le devoir de l'écologiste, c'est de préserver la stabilité. Alors qu'on oublie, ça fait oublier des choses toutes simples, c'est que le froid, ça a été un petit peu évoqué, le froid n'est pas toujours quelque chose d'agréable et on évoque toujours l'augmentation du nombre de morts ou les morts qui sont dues à l'augmentation des températures et on évoque très peu dans les médias, dans l'opinion générale, on évoque très peu les problèmes liés, la mortalité liée au froid. C'est parce que, pourquoi, quelque part, il
il y a cet aveuglement sur les problèmes du froid, c'est que le froid est accepté à partir du moment où il appartient dans l'illusion d'une espèce de passé qui aurait été éternel. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est changer, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, ne pas changer le climat. Et ça, c'est toujours vu négativement, sans que les personnes se demandent quels sont les aspects positifs, quels pourraient être les aspects positifs de ce changement climatique. Et de manière plus anecdotique, il y a quand même quelques personnes qui se réjouissent du réchauffement climatique. Ce sont les vignobles en Angleterre, où il peut y avoir des avantages, bien sûr, pour la culture du vin. Alors, vous voyez, cette idée écologiste qui imprègne les consciences de nos contemporains, elle est très forte et elle est toujours, donc elle interprète tout changement comme quelque chose de mauvais, sans se poser la question quel est l'intérêt des individus qui vivent dans cet environnement. Vous voyez, et c'est à travers ça qu'il y a un oubli, déjà souvent des humains, mais aussi un oubli des animaux. Et pour vous donner une illustration à quel point cette pensée est prégnante dans la tête de nos contemporains et dans les milieux écologistes, c'est cette idée de cette vénération de la stabilité du monde tel qu'il est, on le retrouve dans les textes ou dans les propos de Camille Etienne, la grande écologiste. Dans l'introduction de son livre, elle écrit tout simplement, parce qu'elle a été élevée à la montagne, elle vient de la montagne, et elle dit « Les glaciers sont ma colonne vertébrale, ils m'ont poussé à m'engouffrer dans l'action par tous les moyens, ces géants de glace ne doivent jamais périr ». Vous voyez, c'est ça qui motive tout son engagement politique. Ce n'est pas une réflexion sur les effets du changement. C'est en soi, le changement ne doit pas avoir lieu. C'est écrit noir sur blanc, vous voyez, et c'est ça qui accompagne toute cette mobilisation écologiste, mais comme je dis, et vous allez le voir encore plus tout à l'heure, qui va au-delà, je pense, du mouvement écologiste, puisque des gens qui ne se disent pas écologistes, par exemple, peuvent s'inquiéter de la baisse de la biodiversité, et ils voient très bien la baisse de la biodiversité comme un mal en soi. Et alors, cette pensée de l'immobilisme, de cette valorisation de la stabilité des écosystèmes, bien sûr, entraîne un oubli des avantages que pourraient tirer les humains et entraîne bien sûr un oubli des animaux. Alors, maintenant que j'ai un petit peu montré la pensée écologiste, cette pensée écologiste va s'opposer directement à l'animalisme tel que je vous l'ai décrit. Je vous ai dit que l'animalisme quelque part, l'animalisme qui étant un individualisme voulait défendre l'intérêt de l'ensemble des animaux, on va dire des animaux sentients humains et non humains. L'animalisme, en général, prône le végétarisme et le véganisme. Or, dans le mouvement écologiste, il y a une valorisation de l'élevage. On retrouve toujours une valorisation de l'élevage à travers ce qu'on appelle la petite ferme, la ferme traditionnelle. Alors, on pourrait se dire, oui, mais si les écologistes ou si l'écologisme, quelque part, récuse toute intervention de l'humain dans la nature, toute transformation de la nature, on pourrait penser que les écologistes sont contre l'élevage, puisque l'élevage, ça consiste un peu à s'approprier la nature. Oui, ou des éléments de la nature. Oui, mais quelque part, dans la pensée écologiste, l'élevage, ça remonte tellement à la nuit des temps que c'est vu comme quelque chose de naturel. Et à partir du moment où c'est quelque chose de naturel, dans la pensée écologiste, ça va être considéré comme bon. Voyez, et c'est pour ça que dans la pensée écologiste, s'il y a une critique de temps en temps, parfois de la consommation de viande, vous pourriez faire l'expérience, c'est toujours associé au mot industriel. Ce que les écologistes récusent, ce n'est pas la viande, ce n'est pas la consommation, ce n'est pas l'élevage, c'est la consommation de viande industrielle, c'est les fermes industrielles. Parce que ce qui embête les écologistes, comme je vous dis, ce n'est pas le fait qu'on élève des animaux pour les manger. Ce qui embête les écologistes, c'est qu'on le fasse de façon industrielle, parce que l'industrie, c'est associé à la modernité, c'est associé à la transformation du monde, c'est associé à la perturbation des équilibres naturels, alors que l'éleveur traditionnel, il est vu comme participant aux grands élevages industriels. Et dans cette pensée, l'essor des animaux pris comme des individus compte peu.
vis-à-vis de la perpétuation de ce mode de vie traditionnel. Voyez, et c'est pour ça que les Greenpeace, par exemple, vous allez sur le site de Greenpeace, ils défendent explicitement l'élevage traditionnel. C'est revendiqué. Et une des raisons supplémentaires pour laquelle les écologistes défendent l'élevage, c'est tout simplement parce que l'élevage apparaît nécessaire pour éviter de recourir aux engrais de synthèse. Et dans la pensée écologiste, le mot de quelque chose, à partir du moment où quelque chose est de synthèse, c'est vu de façon très négative. Donc les écologistes vont critiquer vont critiquer le véganisme ou le végétarisme parce que ça nous ferait passer des animaux, ça nous ferait ne plus utiliser des animaux et donc ça obligerait dans leur conscience, ça obligerait à utiliser des engrais de synthèse et ça c'est un peu toujours un crime contre la nature. Fabriquer des éléments, les remettre dans la nature, c'est forcément négatif. Une autre aussi raison pour laquelle la pensée écologiste s'oppose à l'animalisme, c'est toujours avec l'attachement aux espèces. Alors je vous ai mis, vous allez peut-être être surpris, je vous ai mis une photo de Luc Ferry et de son livre, mais c'est pour vous montrer à quel point la pensée écologiste imprègne l'ensemble des consciences, parce que Luc Ferry, on ne va pas trop l'associer au mouvement écologiste. Il va être plutôt critique des mouvements écologistes. Mais Luc Ferry, il a beau être critique des mouvements écologistes, il est imprégné de pensée écologiste. Et je vais vous le montrer sur quel exemple. Il écrit un livre sur les 7 écologies. Alors, il met déjà l'animalisme comme une écologie. Alors, c'est déjà une erreur, mais là, quelque part, on va lui pardonner parce qu'il n'avait pas posé la question. Je lui aurais dit de ne pas mettre l'animalisme dans l'écologie, puisque ce sont des mouvements qui n'ont absolument rien à voir. Bon, il a commis cette erreur, mais passons sur ce cas. Dans ces 7 écologies, donc, une des écologies qu'il passe en revue, c'est l'animalisme. Et il va, alors le chapitre est toujours intéressant à lire, il va essayer de voir toutes les critiques qui sont adressées à l'animalisme, donc au véganisme. Et il va dire, la plupart, ou même la quasi-totalité des critiques sont caduques, elles sont absurdes, elles ne sont pas bonnes. Vous voyez, dans la société, par exemple, on entend souvent « Ah oui, mais le végétarisme ou le véganisme, si on arrête de manger de la viande, on ne va plus être en bonne santé. » Luc Ferry, à juste titre, dit « foutaise ». Et puis il passe comme ça en revue l'ensemble des arguments qui sont en général adressés aux animalistes, et à chaque fois, il dit « Non, l'argument n'est pas valable ». Et puis il arrive quand même « Ah, il y a un argument ». Qui est intéressant. Un argument qui discrédite l'animalisme, c'est l'argument, tout simplement, des races domestiques et des espèces, de la préservation des races domestiques. Et il écrit explicitement, donc si les animaux n'étaient plus élevés pour que nous les mangions ou que nous utilisions les produits qui en sont dérivés, que deviendrait-il ? Il est assez probable qu'ils cesseraient tout simplement d'exister. Oui, ben alors, quelque part, et où, je dirais, l'animaliste se fiche de savoir s'il y a une préservation des races domestiques ou des espèces. Ce qui intéresse l'animaliste, c'est de savoir le sort des individus. Et donc, Luc Ferry, lui, à ses yeux, la disparition des races domestiques est une catastrophe ou est un drame qui fait qu'on ne peut pas accepter l'animalisme. Il faut refuser l'animalisme au nom de la préservation des races domestiques ou des espèces. Donc ça vous montre bien à quel point cette pensée écologiste s'oppose à l'animalisme et imprègne l'ensemble des esprits de nos contemporains, puisqu'elle se retrouve même dans la tête de Luc Ferry. Et puis, aussi, est-ce qu'on pense souvent que, comme je vous disais en début, que l'animalisme et l'écologisme, c'était un peu pareil. Et quelque part, penser cela, ça revient à ne pas lire les penseurs de l'écologie. Quand vous lisez les penseurs de l'écologie, ou ce qu'on appelle maintenant les penseurs du vivant, alors j'ai pris les penseurs récents, Philippe Descola, Dominique Bourg, Baptiste Morisot, mais j'aurais pu remonter sur des décennies et des décennies de penseurs de l'écologie, tous s'opposent explicitement à l'animalisme ou à l'antispécisme. Ils le disent dans leurs écrits, ils le disent dans leurs interventions, ils ne veulent pas d'antispécisme ou d'animalisme. Pourquoi ? Déjà, ils refusent le critère de la sentience comme critère moral. Prendre en compte la capacité à souffrir, ce n'est pas pour eux un critère moral. Pourquoi ? Pas tout simplement, ils vont valoriser le vivant, c'est une espèce de grand tout
Voyez, on ne pense pas à l'individu, on pense à une espèce d'entité englobante très mal définie qui serait le vivant. Et ils vont dire ce qu'il faut privilégier, ce sont les interactions entre le vivant. Et quelque part, nous, en tant qu'humains, nous devons le moins possible perturber ces interactions entre les vivants. Nous devons essayer de nous insérer dans ce jeu d'interaction entre le vivant sans le perturber. Et donc, il nous invite d'une certaine manière à vivre en harmonie avec la nature, où on a des relations plus ou moins amicales avec le monde vivant. Et par exemple, Baptiste Morisot va appeler un de ses livres la diplomatie. C'est la diplomatie, la relation que l'on doit avoir avec les loups. On doit avoir des bonnes relations autant que possible avec les loups. Nous devons être comme les autres vivants, des éléments du grand tout et participer en harmonie avec ces éléments du grand tout. Et donc, bien sûr, ils vont, sur un plan concret, ils vont s'opposer, ils vont légitimer le fait de manger d'autres animaux comme participation au grand cycle de la vie, ce qui est donc, bien sûr, une opposition très claire avec la pensée animaliste. Vous voyez, donc il y a une opposition très claire entre les animalistes et les écologistes, et elle est écrite, elle est dite, et même quand on revient au principe, je vous ai expliqué ça, elle se justifie tout à fait. Donc je pourrais presque arrêter ma conférence ici en disant, voilà, je pense que l'opposition est assez claire, mais je vais m'amuser à aller un peu plus loin, aller un petit peu dans le futur, pour montrer que l'opposition, elle est encore beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine. Quand on réfléchit, c'est presque une opposition anthropologique du rapport ou de la conscience qu'on a de l'aventure humaine sur cette terre. Comme je vous ai dit, le libéralisme, pour aller simple, hein, c'est quand même le respect de l'individu, de l'aspiration de l'individu à vivre mieux et à développer son monde pour y vivre mieux, sans respecter les entités englobantes, des hiérarchies dominantes ou des traditions englobantes. Donc face à la misère du monde, quelque part, le libéralisme va être favorable au développement on va dire technologique d'une manière générale, à la transformation de l'environnement pour que les humains vivent mieux. Et donc il y a le libéralisme, il accepte quelque part la transformation de la nature, il ne voit pas la transformation de la nature comme quelque chose de négatif en soi, il considère qu'à partir du moment où ça nous permet de mieux vivre, acceptons et même encourageons ce développement technologique. Et c'est bien sûr l'aventure des 2 derniers siècles, c'est une aventure de transformation à grande échelle de l'environnement pour vivre mieux, et c'est ce qui a permis à l'humanité de vivre mieux ces 2 derniers siècles. Mais cette idée de transformation de la nature, de transformation de l'environnement pour vivre mieux, elle n'est pas dans la pensée, dans le cadre de la pensée libérale, il n'y a rien qui dit qu'il faut qu'elle cesse maintenant. Vous voyez, souvent dans les discours de temps en temps écologiques, on a « oui, bon, d'accord, la technologie, c'est bien, mais maintenant, ça suffit ». Vous voyez, c'est un petit peu ce discours qui vient. Or, il n'y a aucune raison qui ferait que maintenant, ça suffit. Et donc, dans la pensée libérale, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à améliorer la condition de vie de l'humanité. Et donc, il y a une ouverture conceptuelle à l'idée du développement technologique et de la transformation du monde, et comme en a parlé aussi Jean-Paul Horry tout à l'heure, des biotechnologies. Il y a dans la conscience libérale, il faut bien sûr développer les biotechnologies pour favoriser les OGM, la transformation du monde vivant pour que quelque part on vive mieux sur cette planète. Et donc là, ce développement technologique, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de raison non plus qu'il s'arrête dans les décennies à venir. Et donc il y a forcément, dans la pensée libérale, il y a forcément une vision du futur où l'humanité arrive de plus en plus à transformer son environnement pour rendre cet environnement plus agréable. Et donc, comme je vous l'ai dit en début de conférence, l'animalisme, c'est du libéralisme qui ouvre un petit peu sa sphère de considération morale aux autres animaux. Il est très bien que nous vivions mieux sur cette terre, mais si nous, on vit mieux sur cette terre, on ne veut pas que nos voisins vivent mal, et parmi nos voisins, il y a les animaux. Il y a les animaux qui, aussi, eux, sont sur cette planète et sont confrontés à une situation qu'on oublie souvent assez difficile. Dans la nature, la vie n'est pas une partie de plaisir. Dans la nature, les animaux souffrent énormément.
Il souffre bien sûr de la maladie, il souffre de la faim, il souffre du froid, il souffre des aléas climatiques, il souffre de la prédation. Il ne faut jamais oublier que la nature n'est pas un endroit sympathique pour un animal. La quasi-totalité des animaux meurent avant l'âge de reproduction. Je dis bien quand je dis la quasi-totalité, alors il faudrait voir en fonction des espèces, mais on est dans les 99%. Des animaux meurent avant d'avoir atteint l'âge de reproduction. Les animaux que l'on voit dans la nature, ce sont tous des survivants. S'il y a une telle hécatombe dans le monde naturel, c'est tout simplement parce qu'il y a la vie est extrêmement difficile. La vie, il n'y aurait pas une telle hécatombe si la vie n'était pas faite de souffrances abominables dans le monde naturel. Et donc, l'animaliste qui ouvre la sphère de considération morale à l'ensemble des êtres sentients, il pense bien sûr aux autres humains qui partagent la Terre avec lui et que donc il veut faire bénéficier aux autres humains de la technologie et du développement de cette Terre un cadre plus agréable, mais il veut aussi que quelque part les animaux bénéficient d'un cadre de vie plus agréable. Donc au cœur de l'animalisme, il y a l'idée d'aménager le territoire pour que les animaux y vivent mieux. Donc une des idées concrètes de la pensée animaliste, c'est que l'animalisme va, on va dire, s'opposer par exemple au retour des loups. Des lions, Dieu merci que les lions ne reviennent plus sur le territoire français, mais on en est tous bien contents. Mais de la même façon, le retour des loups, vouloir le retour des loups comme on l'entend, ce n'est pas une pensée animaliste, c'est une pensée écologiste. C'est l'idée toujours d'un retour à une espèce de nature idéalisée où il y avait une grande biodiversité, et c'est donc ne pas se soucier des victimes des loups. Vous voyez, donc on oublie les animaux qui vont être les proies des loups, et on se fiche, et c'est pour ça que je dis même les écologistes se fichent des animaux. Vous voyez, ce qu'ils veulent, c'est la préservation des espèces. Donc l'animalisme va s'opposer à tous ces discours sur les loups, mais ça va aussi beaucoup plus loin. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas uniquement on va faire des parcs animaliers au sens général où les animaux vivront bien. Non, forcément, il n'y a pas de raison dans un projet futuriste de transformer radicalement la nature. S'il est question de transformer le monde végétal par la génétique, il est aussi question de transformer le monde animalier d'un point de vue génétique. Et c'est une perspective souvent qui paraît bien sûr surprenante et délirante aux yeux des gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre ça, mais c'est aussi choquant, je dirais, que quand on parle à un écologiste de mettre des OGM partout, il va crier au sacrilège. Et quelque part, c'est dans ce sens-là, l'animaliste, lui, il s'ouvre à cette idée de transformation autant du monde végétal que du monde animal pour transformer ce monde en un monde où il y a moins de souffrance. Et puis d'une manière générale, et je finirai là-dessus, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à transformer ce monde pour globalement, comme on a dit, véganiser la biosphère. Le but, c'est de diminuer la souffrance sur cette terre. Voilà. Je vous remercie.